Ok, on démarre. Donc aujourd'hui, bonjour et bienvenue si vous êtes sur le podcast de Nolio et Secrets d'endurance, justement, l'exploration mentale, on va dire. Et aujourd'hui, on va explorer le côté, on va dire, le versant un peu plus sur la course sur route, sur le marathon et une sorte de quête. On va découvrir tout ça avec un athlète qui s'y prépare. Et cet athlète, c'est Johan Durand. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien. Écoute, je suis à la montagne à Font-Romeu. Il fait beau, l'air pur, l'air de la montagne. Ça fait plaisir de courir dans ces conditions. Et puis, j'avais une petite gêne au genou qui m'handicapait depuis plusieurs mois. Et depuis quelques semaines, elle a disparu. Donc, je reprends du gros plaisir dans la pratique, dans l'entraînement. Et donc, tous les voyants sont ouverts en ce moment. C'est chouette. Alors justement, Johan, ta mission, si tu l'acceptes dans ce podcast, c'est de nous en dire plus un peu sur ton exploration mentale, c'est-à-dire quelles sont tes réactions, tes comportements, tes émotions, les décisions Ouais. que quand tu vas te trouver confronté à un challenge important, et notamment une quête, un rêve. En résumé, quel est ton mindset? Alors la première question justement par rapport au mindset, c'est comment tu pourrais te présenter rapidement qui est finalement Johan Durand? Très bonne question. C'est vrai que ça, on nous la pose rarement. Euh, je dirais que je suis un peu arrivé par hasard dans la course à pied, hein, parce que moi, je faisais du foot jusqu'à l'âge de 15 ans, et c'est de par mes résultats sur les crosses scolaires que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un bon coureur et que je pouvais peut-être en faire mon métier, parce que j'ai appris du coup à aimer ce sport. Que je trouvais un peu difficile au début. Quand on vient d'un sport collectif, c'est compliqué de passer à un sport individuel où il n'y a plus le même plaisir, il n'y a pas les copains, on joue pas avec un ballon, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai appris à aimer la course. Et du coup, j'ai aimé ça. Et malgré tout, je garde quand même aujourd'hui, j'en fais mon métier, mais j'en garde quand même un détachement, quoi. C'est-à-dire que je suis pas comme tout, je suis un épicurien, c'est-à-dire que je vais me permettre de boire un bon verre de vin, je Mhm. vais aimer, Ouais, tu habites je vais Bordeaux, faire, hein, c'est j'habite ça. à côté de Bordeaux, donc mes parents sont viticulteurs et tout ça. J'aime bien manger, j'aime bien boire un verre, j'aime bien faire des barbecues avec des amis, ces choses comme ça. Et quelque part, je pense que c'est ce qui fait aussi ma force, c'est que euh, La prise de je, recul, je- c'est ça? la Un prise peu. de recul, voilà, par rapport à ma pratique, parce que j'étais pas né pour être champion. Je suis pas je sais pas moi, un Raphaël Nadal qui dès 3 ans savait qu'il gagnerait Roland-Garros parce que c'était son objectif à l'âge de 4 ans. Il était entraîné, cadré et sa vie, elle était faite pour qu'il soit champion. Moi, ça m'est tombé un peu par hasard dessus. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu de recul par rapport à ça. Et c'est ce qui peut permettre des fois d'être dans des périodes difficiles, type de blessure, d'avoir du recul en se disant, ouais, mais enfin, tu vois, je vis pas que pour la course. C'est la course, c'est pas 100% de ma vie. J'ai aussi une vie autour. Et j'aime bien garder ça quand même. Ouais, Donc voilà, un sportif de haut niveau, mais qui malgré tout aime la vie, un peu épicurien et ne fait pas non plus que de la course. donc, tu vas avoir bientôt 38 ans, c'est ça? C'est ça. Si mes indications sont bonnes. Et Wicombe, effectivement, tu nous as parlé un peu de ton mindset, mais moi, je vais aller un petit peu plus loin et piocher un petit peu parce qu'on va être dans la séquence un peu rêve. Parce que finalement, tu as fait du football étant jeune. Mais qu'est-ce qui t'a attiré, entre guillemets, dans le secteur de l'endurance, des efforts longs, qui te permet maintenant désormais finalement de rêver à la quête olympique? On y reviendra, mais le Graal, en quelque sorte, pour tout coureur sur route, c'est quand même une quête. La quête olympique Ah sur le oui, marathon, c'est exceptionnel. ça Toi, c'est sûr. qu'est-ce qui t'a attiré, étant jeune, justement, à aller vers ces efforts longs? Disons que c'est mes qualités premières, hein. J'étais quand même pas fait pour la vitesse. J'étais quand même un coureur un peu plus endurant et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le long. Et après, c'est simplement le dépassement de soi, quoi. C'est là où j'ai pris le plaisir dans la pratique sportive et c'est là où on l'apprend dans la course à pied, à savoir se battre contre soi-même. Et j'ai appris à le faire et j'ai appris à essayer de toujours repousser mes limites. Et c'est vrai que ça, c'est quand même hyper important parce que c'est un peu la valeur numéro un
de la course. Et moi, c'est vraiment là où je prends le plaisir dans ma pratique. C'est quand je vois les chronos qui descendent, quand à la fin d'un entraînement, bah, je suis bien fatigué, j'ai créé beaucoup d'endorphines et je suis fier de moi. C'est là Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai été attiré quand même très vite par ces efforts un peu d'endurance, un peu d'efforts longs, où justement on pousse le corps un peu à l'extrême. Et Mhm. c'est vrai que Mais ouais, étant c'est jeune, là-dessus que j'ai aimé. tu as démarré parce que tu as joué au foot, hein, on va revenir un Ouais, petit peu, on va déplier tout ça. Et tu as joué au foot, mais tu as commencé à quel âge la course à pied et progressivement tu es monté sur les distances, hein, c'est ça, parce que tu as fait de la piste ouais. aussi, hein. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à 15 ans et donc j'ai commencé la première année, j'ai fait foot et athlétisme. J'avais du mal à lâcher le foot et mon coach, je termine 13e des championnats de France en m'entraînant juste 2 fois par semaine. Et mon coach me dit, voilà, bah écoute, Yohan, l'année, t'es KD1, tu fais 13e aux France en t'entraînant 2 fois par semaine face à des gars qui s'entraînaient déjà 5-6 fois, qui couraient tous les jours. Il m'a dit, si tu arrêtes le foot l'année prochaine, je te promets, tu es sur le podium des championnats de France. Et du coup, bah, je l'ai écouté, j'ai arrêté le foot. Donc, du coup, je suis passé de 2 à 4 entraînements par semaine en course à pied. Et puis, bien évidemment, que la progression, bah, on sait très bien qu'en course à pied, pour progresser, il faut y aller de façon progressive, mais plutôt régulière. Et on a augmenté comme ça progressivement l'intensité et le volume des entraînements. Et donc, du coup, bah, effectivement, il avait raison, puisque j'ai terminé deuxième des championnats de France sur piste et tout sur 3000 mètres. Et du coup, c'est vrai qu'il a tout de suite vu des qualités en moi de coureur de long, d'endurance, du fait que je jouais milieu de terrain au football et que certainement, bah, j'avais développé ces capacités étant petit. Puis aussi une capacité mentale. Hein, il y a Mhm. aussi le mental qui joue Mhm. énormément, on en parlera plus tard, mais la capacité à me faire mal en compétition ou à l'entraînement, c'était aussi un des facteurs clés de ma progression. Ouais, Mhm. Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent de confiance individuelle, mais en fait, là, tu parles aussi de confiance en ton coach, finalement. C'est quand même important. À un moment donné, il va te donner des éléments un peu déclencheurs, c'est-à-dire ouais. entre guillemets, être bien accompagné, c'est aussi important dans sa jeunesse. Ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire que tu lui as fait confiance et tu t'es dit, finalement, bah, je suis pas si mauvais que ça et je peux parvenir pourquoi pas être un champion. C'est un peu ça? Ouais, non, ouais, exactement. Ouais. Après, il y a des rencontres dans la vie qui font que des fois vous devenez l'homme que vous devenez. Et c'est vrai qu'il y a eu des personnes dans mon entourage, au sein de mon club, quand j'ai débarqué un peu avec toutes ces qualités-là, qui m'ont fait prendre conscience des qualités que j'avais, parce que effectivement, moi, j'avais pas du tout les codes de l'athlétisme. Quand je venais au cross, j'avais mon maillot des Girondins de Bordeaux sur le dos, je mettais le dossard et je courais avec un maillot de foot et un short de foot. Et donc, effectivement, ça a dénoté dans le milieu de la course où normalement, tu as le petit short Mhm. débardeur, le classique. Il y a des codes, quoi. Donc, il y a des codes, ouais. Donc, du coup, il a fallu qu'on m'apprenne un peu ces codes-là et qu'on me dise, qu'on me fasse prendre conscience des qualités que j'avais et de comment je pouvais les exploiter et comment j'allais devenir un bon coureur. Mais mon entraîneur m'a dit, voilà, tu seras sur le podium des championnats de France, mais dans son optique, c'était pas un aboutissement. Il m'a toujours dit que il voulait jamais on a parlé de trop de carrière de haut niveau, en me faisant miroiter que je ferais les Jeux Olympiques ou quoi que ce soit. C'était vraiment étape par étape. Il m'a dit si tu t'entraînes comme ça, comme ça, comme ça, si on fait les choses dans l'ordre, bah là tu feras un truc au championnat de France. Dans 2 ans, la première sélection en équipe de France, et puis voilà. Et puis les choses se sont faites progressivement dans l'ordre. Et c'est vrai que lui ou d'autres personnes m'ont vraiment convaincu à un moment donné, enlever un peu des barrières psychologiques, Mhm. parce que quand je le disais, j'avais pas les codes. Et des fois, ben, j'avais l'impression d'être un peu un imposteur, quoi. C'est-à-dire que je me disais, ouais, enfin, je suis face à des mecs, en plus j'étais assez petit, qui sont plus grands que moi, qui font ça depuis 10 ans. Moi, j'arrive, ça fait 6 mois, et des fois, tu te dis, ouais, je suis peut-être pas à ma place, tu prends pas assez, j'avais peut-être pas suffisamment de confiance en moi aussi, peut-être. Et Mhm. ils ont appris à me, Ouais, c'est ils ça, à m'ont t'accompagner. donné Ouais. à m'accompagner, à me donner Mhm. confiance pour que justement je passe Ouais. ces caps-là avec eux, ouais.
On peut les citer, hein, les entraîneurs. Hein, tu peux sur ces podcasts Eh ben, justement leur faire un petit coucou. C'est toujours intéressant dans ces parcours. C'est important aussi, je pense, de citer les personnes aussi qui nous ont permis d'avoir des éléments déclencheurs, parce que c'est ça aussi, parce que ça va former vraiment notre mental après, par la suite, parce qu'ils nous accompagnent en fait. Donc, on peut les ouais. citer. Ben, mon premier entraîneur, il s'appelait Pierre Messaoud. C'est donc lui qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Donc, c'est grâce à lui si aujourd'hui, à 38 ans, je cours encore avec le même plaisir, la même passion et la même motivation. C'est parce que, en plus d'avoir un peu une pépite dans les mains, il a su ne pas me cramer, quoi. Il a Mhm. pris conscience que j'avais besoin de temps pour évoluer, que je pouvais faire un excellent senior. Parce qu'en cadet, c'est très facile hein, de gagner les championnats de France avec 200 mètres d'avance. Vous prenez un mec doué, vous l'entraînez 8 fois par semaine ou 9 fois par semaine, il va gagner les championnats de France avec 100 mètres d'avance. Mais en junior ou en senior, il sera plus là. Donc ça, c'était pas du tout son objectif. Le plan était quand même assez de m'entraîner de façon progressive et régulière, de passer à 5, 6, 7, 8 en entraînement, mais comme ça, de junior jusqu'en senior, et commencer à doubler à partir des catégories espoirs. Donc du coup, ouais, ça c'est. Il avait une pépite entre les mains et il n'a pas cherché à la montrer à tout le monde en me faisant gagner 200 mètres d'avance et en tirant la gloire sur lui, en disant regardez, c'est moi qui l'entraîne. Machin, il a vraiment su prendre le temps de me faire évoluer. Et puis après, les autres personnes, c'est les camarades d'entraînement à l'époque. Ils s'appelaient Romain Garraud, Didier Vernet, Loïc Mazalré, des gens comme ça avec qui je m'entraînais. Ça a remplacé mes potes du foot, en gros, parce que c'est vrai que on dit souvent que c'est un sport individuel, la course à pied, mais c'est pas vrai parce que c'est vrai que quand on partage les footings, les Bien sûr. séances, les entraînements et les galères, c'est des fois plus l'esprit est plus important, l'esprit de groupe est presque plus important en course à pied pour la progression, des fois pour se pousser à se booster dans des moments difficiles que dans le football. Donc voilà, c'est grâce à ces mecs-là qui après, ben, eux ont plus ou moins arrêté ou ont eu des parcours de vie différents. Mais à cette époque-là, c'est ces gens qui m'ont fait prendre conscience que je pouvais devenir bah, ouais, le champion que je suis devenu. Et c'est sûr que bah, je leur en serai reconnaissant éternellement. Ouais. Ouais, en tout cas, merci oui, pour les citer. Mais je crois qu'aussi dans la conception, on saucissonne un petit peu souvent le côté préparation mentale, préparation physique, etc. Mais on travaille, les coachs, hein, quels qu'ils soient, travaillent sur de l'humain en fait. Et donc, ils doivent aussi prendre la personnalité. Et souvent, ce qu'on dit aussi C'est ça. dans la prépa mentale, c'est que attention, d'invoquer le roi soleil, hein, c'est-à-dire que le roi soleil, c'est de faire miroiter à quelqu'un quelque chose d'exceptionnel alors qu'on va y venir hein, tout à fait petit à petit dans la conversation, mais on doit faire nos gammes comme un pianiste, beaucoup travailler, beaucoup faire de kilomètres, beaucoup de concessions dans l'entraînement, et c'est le quotidien qui est important. Et le collectif amène aussi cette touche, on va dire, de jeu, de se mettre en groupe et une motivation supplémentaire, hein, c'est ça? Complètement, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, le groupe, c'est ce qui va nous permettre de nous motiver des fois dans des moments un peu difficiles où on n'a pas forcément envie de nous booster aussi. Et puis le plaisir d'aller à l'entraînement, je me rappelle, c'était les mardis, jeudi, vendredi, l'entraînement un peu collectif au stade. Et c'est vrai que c'était un plaisir d'y aller parce que tu savais que bah, tu allais raconter des blagues, tu allais voir tes potes. Parce que même si, voilà, j'avais conscience que faisais des courses de haut niveau, que je préparais les championnats de France, que l'objectif était certainement une sélection en équipe de France et tout ça. Malgré tout, on restait pas très enfant, mais on blaguait tout le temps. On rigolait. C'est pour ça aussi que j'aimais cet esprit-là, c'est qu'on rigolait tout le temps. J'ai pas eu la même approche que certains qui ont été mis dans des sports-études et sur lesquels tout de suite, à 15-16 ans, on les a mis focus avec des objectifs de performance et tout de suite à devoir faire des sacrifices, être vraiment concentré sur leur entraînement. Nous, c'était vraiment, ouais, je me rappelle, des fois à l'entraînement, on faisait 20 minutes de foot avant d'aller s'échauffer. Jouer, quoi. Tu De jouais jouer, ouais, c'est ça, c'est un la jeu. course à pied et il restait un jeu jusqu'à, je pense,
mes 18 ans et ma première sélection en équipe de France où là, après, bah, quand j'ai couru avec les coureurs kenyans et j'ai pris 3 minutes, je me suis dit, bon, bah, maintenant, soit c'est l'aboutissement et j'arrête là et voilà, j'ai fait ma sélection et très bien, maintenant je passe à autre chose, j'arrête et puis voilà. Soit je veux combler le trou, je veux m'entraîner avec sérieux et me rapprocher de ces mecs-là parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est effectivement tout de suite, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh, vas-y, j'ai vécu un moment extraordinaire de porter les maillots de l'équipe de France sur le dos. J'ai vraiment envie de vivre ça à 100%. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, bah, maintenant on met des choses en place pour arriver à être avec les meilleurs coureurs mondiaux et à vivre de ce À être sport-là. performant. Mais ouais, à être performant. Mais avant, c'était vraiment que du plaisir et que Mhm. c'était, il y avait, ouais, on faisait un peu tout et n'importe quoi, quoi. C'était Mhm. pas construit, c'était pas. Ouais. Mais On c'est va comme ça que j'ai ouais. progressé. Ouais, on va y venir et c'est intéressant parce que tu parles pas mal de plaisir aussi. J'ai pu voir quelques petites interviews. On y viendra, mais faut quand même le rappeler. Tu as quand même fait 2h09,21. Tu as fait quand même 3,38 au 1500, 7,46 au 3000 en salle. C'est quand même des chronos exceptionnels, des chronos internationaux. Moi, la question que je pose, pour réaliser quand même ces chronos, à un moment donné, effectivement, il faut avoir du potentiel physique, mais il faut aussi avoir quand même un sacré mental. La question que je pose un peu à mes invités, qui est super dure, mais tu dis avec tes mots, pour toi, grosso modo, c'est quoi le mental? C'est-à-dire, comment tu parviens à définir un peu ce côté mental quand tu vas faire de la haute performance? Bah, je pense que c'est le côté qui va vous permettre de gérer. Moi, je le prends comme la gestion de l'objectif dans la globalité avant, dans la période de préparation. Donc, c'est être capable d'avoir un plan, de se dire, voilà, mon objectif, il est dans 3 mois, je fais telle chose pour y arriver et de se mettre dans sa bulle et d'être concentré sur cet objectif-là en enlevant tout le côté stress et tout ça. Et c'est ce qui va certainement me permettre le jour de la course de trouver les ressorts et les ressources nécessaires à la performance en allant chercher le meilleur de moi-même. C'est comme ça que je l'interprète, moi. Ouais, parce que tu parles de stress. Effectivement, le stress, c'est quelque chose, c'est une réaction physiologique hein, qui est normale. C'est pour la survie hein, de notre cerveau. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une montée de cortisol pour se sauver, pour s'échapper ou combattre. Et en fait, toi, tu vas combattre. Hein, tu vas faire Mm. face à la situation. Mais est-ce que tu n'avais pas des outils ou alors ça vient naturellement, c'est-à-dire que tu te mets des pensées, tu es suivi en fait par ton coach qui t'a mis en confiance et c'est quoi un peu qui se passe un peu dans la tête quand tu vas faire par exemple un marathon très important juste avant? Bah moi, j'ai de la chance par rapport à, enfin, de la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai eu l'impression de jamais avoir besoin de préparateur mental. J'ai jamais eu de défaillance en compétition à ce niveau-là. C'est venu naturellement, cette faculté à trouver toujours un peu les ressources et trouver les clés pour me faire avancer. Mais ouais, avant un marathon, c'est surtout quand je suis passé de la piste au marathon, quand on passe du 5000 au marathon, c'est le grand saut vers l'inconnu, hein. Et là, je dois avouer que du coup, bah, on perd vraiment tous les repères. On n'a plus aucune référence par rapport aux séances d'entraînement qu'on faisait sur la piste. C'est plus du tout les mêmes références. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte sur un marathon, comme les ravitaillements, les meneurs d'allure, savoir comment votre corps va réagir au 30e, le fameux mur du marathon. La distance mythique, on en fait peur, hein. Le marathon, ça fait peur parce qu'on en a fait toute une histoire avec le mur du marathon et on a mystifié un peu cette épreuve. Que du coup, j'avais vraiment peur. Et effectivement, le premier marathon, il a fallu que j'essaye de vraiment j'ai lu des livres, du coup, bah, ce Mhm. que j'ai fait, c'est que j'ai lu des livres de prépa mentale et pour me donner un peu quelques clés au cas où que j'y arrive pas, parce que j'avais peur justement de pas trouver les ressources au 35e s'il y a le mur du marathon, qu'est-ce que je fais? Et effectivement, je m'étais mis quelques tips comme ça pour trouver de quoi me motiver pendant la prépa et surtout le jour J pour pas avoir peur et pour Mhm. avoir confiance parce que effectivement on en parlait au début mais je pense que si j'avais pas besoin de prépa mentale au début c'est que tout se passait
assez bien. Et du coup, j'avais une grande confiance en moi au bout d'un moment, au bout de quelques années de course à pied. Quand tu vois que tout ce que tu fais, ça fonctionne, que quand ton coach te dit, bah, si t'arrêtes le foot, tu vas faire podium au championnat de France, boum, tu fais podium au championnat de France. Que si tu t'entraînes plus, il te dit, tu feras une sélection en équipe de France, pam, tu fais une sélection en équipe de France. Quand tout se passait bien, bah, la confiance en soi, elle vient. Et puis après, bah, du coup, tu as appris à bien maîtriser les choses. Or, après le passage sur marathon, il était plus délicat puisque là, je maîtrisais plus du tout cet effort-là. Et que, ouais, pour le coup, là, il a fallu vraiment que j'aille chercher via des informations de quoi me motiver et me booster. Ouais, Ouais, il y avait comme, j'ai comme l'impression qu'il y avait un process un peu naturel qui se faisait naturellement au fond de toi-même, et ouais, qu'après cette situation que on a parlé du stress justement, c'est plutôt un état émotionnel. En fait, il arrive quand il y a de la nouveauté, quand on commence à manquer de contrôle, quand il y a de l'incertitude, et que ça va ouais, peut-être agir sur notre ego entre guillemets, sur notre estime de soi, parce qu'on va être un nouveau personnage, finalement un nouvel athlète. Et le marathon, ouais, c'est ça. tu as su quand même parce que tu es parvenu avec plusieurs années à passer quand même de la piste au marathon, ce qui n'est pas tout le temps évident. Hein. C'est pas parce qu'on a de la vitesse, a C'est priori, ça. qu'on peut passer. Donc, tu as quand même pu te mettre en place, toi, tes outils personnels qui t'ont permis quand même de faire 2h09, c'est exceptionnel. Est-ce que tu continues justement dans la quête du marathon à chercher des outils qui vont peut-être aussi te permettre de pérenniser, voire de faire mieux? Ouais, alors après, du coup, bah, c'est autant quand je faisais de la piste, je le prenais un peu pas avec nonchalance, mais j'avais une telle confiance en ce que je faisais en mes entraînements que c'est vrai que bah, j'arrivais sur la compète, bon, j'avais préparé mes affaires et tout, mais je veux dire, j'arrivais à me checker, à me booster le cerveau en 1 heure avant la compétition. Crac, je me mettais en mode machine et puis ça démarrait. Le marathon, c'est tellement différent que bah, du coup, je me rappelle pour mon premier marathon, je m'étais imprimé le parcours du marathon de Paris, je l'avais mis dans ma salle de bain, je m'étais mis des mots-clés dans la chambre où je range mes affaires et où tous les matins, je passais pour aller m'entraîner et mettre mes chaussures. Donc, j'avais des phrases pour me booster. C'est la méthode Coué, Euh, ça, presque, hein. C'est-à-dire se dire, voilà, des phrases ouais, ou des pensées, on va dire, c'est parades qu'on ça. appelle, c'est ça, c'est-à-dire C'est ça. des points d'ancrage, quoi, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et parce que justement, comme tu le disais, j'arrivais sur une épreuve que je ne maîtrisais pas, totalement différente, et où je me disais que peut-être que mon seul talent, en gros, ne suffirait pas, et que pour le coup, là, il fallait vraiment faire les choses avec professionnalisme et rien laisser au hasard. Vraiment, le marathon, pour moi, ce qui m'a, par rapport à la piste, c'est vraiment que chaque détail compte et qu'il ne faut vraiment rien laisser au hasard. Et pour le coup, la prépa mentale s'est intégrée dans ma première préparation marathon et maintenant elle m'accompagne tout au long parce que maintenant sur mes ravitaux, pareil, sur mes ravitaux, je m'écris des points d'ancrage, des phrases, des choses comme ça pour qu'au moment où je le prends au 25e et où je commence à être dans le dur, je lis un truc qui me Mhm. rebooste. Et ça, Ouais. c'est des choses que quand je faisais de la piste, jamais j'avais pensé à faire ça ou jamais je m'étais dit je vais faire ça quoi. Ouais, et j'en ai l'impression, ouais, ce que tu évoques, et c'est très intéressant d'ailleurs pour nos auditeurs, c'est que finalement, on n'a pas forcément le temps. C'est peut-être pas la même formulation mentale, hein. Enfin, on va faire sur un 1500, un 3000 que sur un Oui, marathon, parce que sur marathon, il y a un taux d'usure, il y a un taux de lassitude c'est qui ça. s'installe. C'est ça, hein. J'ai comme l'impression que voilà, il y a la lassitude et qu'il va falloir à un moment donné trouver parce qu'il y a une sorte de on parle hein, de fatigue périphérique, hein, musculaire, articulaire, on parle de fatigue centrale qui va en fait faire un top-down derrière et en fait vous inhibez un peu et cette fatigue mentale. Et là, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas essayer de rebooster un peu Ouais, en essayant de trouver des mots et c'est tes ça. formulations à toi, c'est ça? Exactement, c'est ça, ouais. Parce que le 1500, quand je disais qu'en 1 heure avant, le 1500, c'est un effort de 3 minutes 30. Donc, vous boostez votre cerveau, vous dites, vas-y, les 3 minutes 30 qui arrivent, là, je me mets minable sur la piste et voilà. Et c'est ultra simple à faire. Le 5000, c'est pareil, c'est 13 minutes.
Alors voilà, il y a des temps de passage, il y a des moments où peut-être aux 3000 ou aux 4000, ça commence à être dur, mais vous verrouillez un peu et c'est 5 minutes, 10 minutes à serrer les dents, quoi. Le marathon, il y a tellement de hauts, de bas, de down sur plus de 2 heures d'effort. Et ça doit être encore pire sur les ultras, hein. Mais voilà, c'est des hauts et des bas. Et justement, je savais que ce qui ferait la différence, c'est la gestion justement de ces moments de down. Mhm. Dans les sports co, on parle de temps fort et de temps faible. Et généralement, c'est si tu arrives à pas prendre de but dans tes temps faibles, ben, c'est généralement cette équipe-là qui gagne. Et je m'étais dit exactement ça. Je m'étais dit, quand ça sera dur, il faudra trouver le moyen de justement laisser passer l'orage. Et on me dit, et on m'a toujours dit, j'en avais discuté avec Christelle Donné, et elle disait, ouais, des fois, il y a des moments de tempête où c'est vraiment très dur. Et bizarrement, par exemple au 28, et bizarrement au 32, vous vous retrouvez euphorique et tout va bien et ça repart. Et c'est vrai que je me disais comment trouver la solution pour que quand il y a ces 3 4 5 kilos où il faut serrer les dents et où voilà, il y a cette usure parce que ça fait 1 heure et demie que vous courez et que vous êtes déjà le mental bien un peu abîmé, comment trouver les ressorts pour faire ça. Et c'est vrai que ouais, Mhm. c'est pas évident à trouver, mais chaque marathonien a connu ça, hein. Oui, A connu ce moment où. tu évoques Christelle Donné, hein, on la salue d'ailleurs, une des meilleures Ouais, marathoniennes françaises qui a pris sa retraite, hein, entre guillemets, de marathonienne, hein, on va dire. exact. Ouais, donc, on la salue. En fait, on pourrait parler de gestion des défaillances finalement. Là, c'est vraiment un peu comme on fait dans l'ultra trail, c'est-à-dire qu'on va gérer. Moi, je voulais revenir parce que dans un entretien dans Stadium en 2022, tu citais la question des valeurs et on va y venir, on va déplier un petit peu. Le plaisir, tu parles de plaisir dans la performance, le plaisir dans l'entraînement, le plaisir de la course. C'est toi qui le cites, hein. Ouais, Parce qu'en fait, tu dis, on peut pas s'entraîner dur si on n'aime pas ça. Et moi, ouais, j'ai voulu dire, je voulais poser une question, mais quand même, on fait des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres, hein, dans la semaine, dans l'année, dans le mois, etc., en répétant inlassablement des gestes, hein, des routines. Mais est-ce qu'il s'installe pas aussi une lassitude? Parler de plaisir, c'est quoi finalement? C'est dur parce que c'est vraiment un dénominateur très important, hein, dans le sport de haut ouais, ouais. niveau. Mais le plaisir finalement, est-ce qu'on en trouve tout le temps? C'est une bonne. Non. Non, on n'en trouve pas tout le temps. Ça arrive que ça soit plus compliqué que d'autres. Mais malgré tout, c'est ce qui me fait un peu avancer. Et quand je trouve plus de plaisir ou que ça fait un moment que, par exemple, si au bout d'une semaine, je sens que bah, je prends plus du tout de plaisir dans ma pratique et que les entraînements sont trop rapprochés et que je sens que chaque matin, quand je me lève, ça devient une corvée et que je me dis, là, je me dis, ouais, bah, j'ai besoin de jours off. J'ai besoin de 48 heures sans course à pied. Du coup, je stoppe un peu, je prends 1 ou 2 jours de repos. Et généralement, bah, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça voulait dire qu'on arrivait certainement pas un burn-out, mais une période peut-être de surentraînement et que du coup, bah, le plaisir étant plus là, je me sevre un peu, j'arrête la course et je peux vous dire qu'au bout des même pas Mhm, 48 heures après, bah, je repars motivé et du coup, bah, je reprends du plaisir dans la pratique. Et c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup au plaisir, donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis à fond romeu parce que je kiffe cet endroit. Mon plaisir aussi, il est dans l'endroit où je vais le pratiquer et avec les personnes avec qui je vais le pratiquer. C'est-à-dire que c'est sûr que si je m'entraîne 15 jours tout seul dans un endroit que je ne vais pas kiffer, effectivement, le temps va me paraître très long et je vais certainement pas arriver à me motiver et à prendre du plaisir. Alors que vous me mettez, que ce soit à Font-Romeu ou même par chez moi, hein, dans des endroits plutôt sympas, parce que j'ai la chance d'habiter dans le sud-ouest et pour s'entraîner, il y a quand mhm, même c'est une belle des coins région. sympas. Plus tu me rajoutes 1 ou 2 potes à moi avec qui on va pouvoir discuter sur 1 ou 2 footings et raconter des bêtises, raconter le match de foot de la veille, se chambrer sur n'importe quoi, et ben tout de suite le boostant va repartir. Et c'est vrai que moi, le plaisir, j'ai l'impression que je le prends dans ces deux liens-là. Un avec la nature et le côté, j'ai la chance d'être athlète pro, donc de pouvoir m'entraîner un peu où je veux et de pouvoir partir dans des spots que j'adore et où tous les matins, bah, je me lève et je vois la montagne en face de moi. Et le deuxième, ça va être avec les personnes avec qui je vais m'entraîner. Mhm.
Ouais, tu as parlé effectivement de burn-out. On fait souvent la similitude avec le travail. C'est cette notion de charge mentale à un moment donné. Et en fait, ce que tu évoques, c'est le fait finalement d'être vigilant même hein, en tant qu'athlète de haut niveau, que Mmh. justement on peut être dans une sorte de lassitude qui s'installe. Il faut aller chercher de l'énergie Ouais, mentale ailleurs. Et tu vas te ressourcer peut-être dans les ouais, paysages, avec tes c'est potes. C'est un peu ça c'est que ça. ça, c'est-à-dire que tu vas chercher de l'énergie mentale un peu ailleurs. C'est ça, exactement, ouais. Un peu ailleurs, et quand je sens que c'est vraiment encore pas suffisant, bah, comme je le disais, je vais peut-être couper la course, je vais être en manque de course, je vais prendre un peu de recul sur ma pratique pendant 24 ou 48 heures. Et puis du coup, bah, ça va créer un manque, et qui du coup, bah, ce manque va me permettre de me rebooster, quoi. Ouais, alors justement, on va continuer un petit peu et c'est vraiment intéressant hein, de voir justement que ce plaisir, on le définit, hein, c'est-à-dire on va interroger 100 personnes, à peu près 95 ou 98 pour cent des personnes vont dire que finalement ils se font plaisir, mais on ne sait pas trop le définir. C'est peut-être Ouais. un un état émotionnel de joie, finalement de vivre, etc. Donc ça va plus loin parce que le plaisir c'est quand même quelque chose de très court. Moi je voulais revenir aussi parce qu'à un moment donné tu as parlé tout à l'heure aussi et tu en parles d'ailleurs dans tes propos souvent tu parles de dépassement et de dépassement de soi. Alors ça, c'est aussi un peu quelque chose de complexe. C'est-à-dire, en quoi cette quête du rêve que tu as par rapport au marathon de Paris peut devenir la réalité au quotidien? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut souffrir, douter, tomber, se relever? Toi, comment construis-tu ce cheminement? Ouais, bah ça, c'est un peu tout à la fois. Ça dépend de la période, la préparation sur un objectif. Comme là, par exemple, je prépare le marathon de Berlin en septembre. Et je sais qu'elle va être parsemée d'embûches. J'ai un plan hein, qu'on va établir avec mon coach, avec des stages d'entraînement en altitude, des séances, des compétitions préparation et tout ça. Et à côté du plan, bah, va venir se greffer bah, tous les aléas du sportif, la blessure, la monotonie de l'entraînement, la fatigue, le côté avec les sacrifices à faire et tout ça. Et du coup, bah, faut trouver, comme dans le mental, on parle souvent de clés, hein, Mm. je crois. Bah, faut trouver les clés pour surmonter tous ces problèmes-là. Et là, par exemple, alors voilà, donc là, on est au mois d'avril. J'ai été blessé tout cet hiver. Je donne un exemple. Hein, là, j'ai donc été blessé en février. Je suis allé au CERS à Cap-Breton pour me faire ma rééducation au niveau du genou. Je suis rentré du CERS, j'avais toujours mal. Et là, je commençais à vraiment douter, à me dire ouais, j'ai un vrai problème. Je commençais à arriver un peu à saturation et tout ça. Et donc, je me suis dit, là, je commençais presque à arriver à me dire, ouais, bah, les JO, ça commence à sentir mauvais parce que j'arrivais pas à trouver la solution. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, je suis parti, ça faisait 2 mois que j'essayais de soigner cette douleur, que je faisais du renforcement en kiné, que je faisais des soins, que j'ai fait la rééducation au CERS à Cap-Breton pendant plusieurs semaines et tout, et que je trouvais pas la solution. Je me suis dit, là, j'arrive à un moment où le cerveau, j'en pouvais plus d'aller voir les médecins, les kinés et tout. Je suis parti en vacances, j'ai pris 4 jours. Je suis parti le mardi, j'ai pris les billets le mardi à 18 h. Le mercredi matin à 9 h, j'étais dans l'avion. Je suis parti aux vacances au soleil. Je suis parti au Maroc pendant 4 jours pour me ressourcer. J'ai coupé le téléphone, j'ai coupé tout. Je me suis juste pris quelques livres, de quoi me reposer. Et, euh, et quand je suis revenu, bah, ça avait été les meilleures vacances de ma vie. C'est-à-dire que pour le coup, je suis revenu. Je suis allé voir le médecin avec grand plaisir. Il m'a soigné et depuis, je recours sans aucune douleur. Et parce que j'avais l'impression que Mhm. j'avais besoin d'un grand bol d'air, tu vois, de me ressourcer, de repenser qu'à moi, de me recentrer sur moi et mes sensations, de savoir où est-ce que je voulais aller, comment je voulais y aller, de plus entendre parler de personnes et de soins et de rééducation et d'aller chez le kiné et tout ça, j'en pouvais plus. Et j'ai eu l'impression, et aujourd'hui, je recours sans douleur. Et tout ça pour dire que par moment, des fois, il faut Mhm.
prendre du recul, tu vois, sur sa pratique et savoir vers quoi on va. Et ces 3 jours m'ont permis de me ressourcer et d'écrire mon plan jusqu'au marathon et d'essayer de comprendre comment j'allais y aller. Et là, je sentais que si je continuais comme ça, j'allais dans le mur. Donc, j'ai Mhm. pris du recul un peu et puis je suis revenu et effectivement, bah, depuis, ça va mieux. Et bah voilà, et ça va être ça va être pareil dans cette période-là. Je sais qu'il y a des moments où j'aurai des doutes, mais il faudra que je trouve les moyens d'aller mieux, quoi. Mhm. J'ai comme l'impression que tu vas recharger un peu, comme si dans l'entraînement, on vidait un peu nos batteries, hein, Ouais, voilà, et qu'à un moment donné, il faudrait aller les recharger, mais peut-être exactement. différemment, parce qu'en fait, elles se vident, et au bout du compte, tu as été recharger les batteries, quoi, tu as été rechercher des Ouais, ressources. Et, c'est ça. et en fait, les ressources, et là on est dans le côté mental, hein, justement sur ce podcast, et souvent on l'oublie, c'est-à-dire qu'on est un être humain, on n'est pas uniquement le dualisme corps divisé du cerveau, tout va ensemble, tout est connecté, et que même on le voit dans l'état de fatigue, souvent même dans l'ultra trail, c'est-à-dire que c'est pas forcément, on a encore de la force dans les muscles, mais c'est les Mais connexions neuronales, hein, au niveau ouais. motoneurones qui sont fatiguées, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu vas rechercher un peu à recabler, à rechercher de l'énergie dans la batterie, c'est ça, hein. Ouais, de l'énergie un peu ailleurs, ouais. Et parce que je sais que les préparations marathon sont quand même énergivores. Là, on va partir sur une préparation presque de 5 mois. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura des gros passages difficiles, hein, quand vous courez 200 km par semaine, que sur 4 séances par semaine, vous vous mettez vraiment minable. Le but, hein, c'est vraiment de l'entraînement, c'est de se dépasser. Donc, du coup, ouais, il faudra trouver les moyens nécessaires de recharger les batteries. Et des fois, moi, c'est juste en début de podcast, je disais, ouais, j'aime bien aller boire un verre ou manger au restaurant. Et des fois, dans une préparation marathon, après une grosse séance, me faire un resto plaisir en mangeant une bonne viande avec des potes et en buvant un verre de vin rouge, c'est quelque chose qui va me rebooster, me redonner du plaisir. Et ça, Mhm. c'est si j'enlève ce côté-là, ce côté plaisir, euh, bah moi, je sais que C'est une je serai contrainte. pas, ouais, ça deviendrait trop de contraintes et je serai moins performant, ouais. Ah ouais, parce que après, c'est vrai qu'on a souvent ce côté du déni, de se dire, bon, finalement, oui, oui, j'ai l'impression que parfois aussi dans la course à pied, on peut rentrer comme en religion. Ça n'empêche pas d'avoir une attitude Mm. professionnelle, mais on a quand même aussi une vie sociale, une vie familiale. Exact. Et ça, justement, c'est que, encore une fois, on dissocie, hein, c'est la vie, un sociologue le disait, c'est comme un Scooby-Doo avec plusieurs petits fils, et on peut avoir une vie sociale, une vie familiale, professionnelle, une vie sportive, et c'est ces fils entremêlés qui vont donner du sens, hein, un peu à notre vie. Et là, ce que tu évoques, c'est toujours très intéressant parce que tu vas justement aller chercher des ressources différentes. Alors, pour continuer un petit peu, j'aimerais bien, je sais que tu as, pas mal galéré quand même à un moment donné avec des blessures, hein, et notamment le tendon d'Achille après Paris, je crois, hein, c'est ça. Et puis Oui. là, tu es en pleine préparation, mais sur le côté de la course et notamment sur le marathon, est-ce que tu aurais une petite anecdote dans laquelle tu as pu explorer vraiment ce côté mental, notamment sur ce côté peut-être de la résilience, comment tu l'as vécu, comment tu l'as abordé, peut-être quelle solution, quel résultat ça peut être une petite anecdote particulière dans le marathon, par exemple, de... Ouais, par exemple, pour mon premier marathon, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, je m'étais écrit sur mes bouteilles de ravitaillement, à partir du 30e, la phrase ici et maintenant. C'était le slogan du marathon de Paris de ASICS en C'est ton 2015. partenaire, hein, Azika? Et c'est mon partenaire, et c'était le Mhm. partenaire du marathon, mais à l'époque, je ne courais pas du tout en ASICS. Mais j'avais trouvé cette phrase tellement un peu percutante dans la prépa. Je me rappelle, j'avais lu ça. Et je m'étais dit, vas-y, je me la note. Et effectivement, quand au 30e, 35e et 40e, tu prends ton ravito et que tu es un peu dans le dur et que tu vois ici et maintenant et que du coup, tu te rappelles, du coup, tu lis ça et tu te dis, ah ouais, ça fait. Donc, tu rappelles les moments où tu es allé t'entraîner, qu'il pleuvait dehors, qu'il faisait froid, que tu tapais une sortie de 30 km, que le soir à 22 heures, tu étais couché, que ça fait 3 mois que tu t'entraînes pour cet objectif et que
dans une demi-heure, l'objectif il est fini et que ça sera derrière soi. Donc, c'était. Et c'est comme ça que sur mon premier marathon, bah, j'avais fait 2h14,00 et que je m'étais un peu reboosté justement dans ces. Pour essayer de passer justement cette période délicate du 30e au 42 grâce à cette petite phrase bête et du sponsor du marathon et qui m'avait vraiment reboosté. Ouais. Ouais, ce qu'on appelle des fois des phrases bêtes, ça peut avoir des portées énormes, puisque ça peut permettre aussi de faire des performances aussi énormes, hein. Tu parles de Bah oui. 2h14, voire de 2h09. Et finalement aussi, c'est ce qu'on dit, le côté du mental, c'est assez subtil parce que ça peut être aussi des petites périodes, mais des micro-périodes, parce qu'on sait Ouais. très bien que quand on court longtemps, on est ce qu'on appelle en système 1, c'est-à-dire on réfléchit pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'oxygène à amener au cerveau, parce que le cerveau, il consomme, il fait 2% poids de corps, il consomme 20% quand même d'énergie. Donc, dès l'instant, on commence à être dans une réflexion un peu stressante, etc. Donc là, on est de temps en temps, parfois, on peut arriver justement à une difficulté et hop, c'est ce petit outil que tu évoques qui est intéressant. C'est une sorte de langage intérieur. Est-ce que tu continues à les travailler justement pour les Jeux Olympiques de 2024, ces petites Ouais, phrases? ouais, je l'ai continué. Bah, pour vous donner un autre exemple, là qui me vient à l'esprit, je me rappelle quand j'avais été donc blessé avant il y a quelques mois maintenant. Je suis pas du tout quelqu'un qui est trop égocentrique. Chez moi, il y a vraiment zéro photo de moi. Avec mes médailles ou quoi que ce soit. Hein. Je suis pas du tout. D'ailleurs, il me faudrait qu'on parle de ce sujet-là sur le côté mes médailles des championnats de France. Pour moi, enfin, il y en a qui les mettent dans des cadres et tout. Moi, elles finissent au fond du sac. J'ai du mal j'arrive pas je sais pas. Ça, Il c'est y a peut-être quelque pas un chose. côté matérialiste en fait au bout Ouais, il y du a ce compte. côté C'est plus matérialiste. symbolique que toi C'est qui plus, t'intéresse. ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, tout ça pour dire, je m'étais sur mon fond d'écran de mon téléphone à un moment donné quand j'étais blessé et que vraiment je commençais vraiment à douter et à me dire est-ce que je vais être capable de revenir à mon meilleur niveau, que je voyais les athlètes commencer à se préparer pour les marathons des Jeux Olympiques et que moi j'étais toujours blessé. Je commençais vraiment à douter et du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur mon téléphone, sur mon fond d'écran, j'ai mis une photo de moi au marathon de Paris quand je passe la ligne d'arrivée en 2h09 avec bah, moi qui arrive de dos avec la ligne d'arrivée et derrière les Champs-Élysées. Donc vraiment une très belle photo et surtout un très bon souvenir perso d'une perf de fou que j'avais fait. Et donc du coup, je me la suis mis en fond d'écran de mon téléphone. Et un jour, j'ai une copine à moi qui, je sais pas pour regarder l'heure, elle regarde mon téléphone, et elle voit la photo de moi et elle me dit ah ça va monsieur Lego parce que voilà il y avait une photo de moi sur mon téléphone. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, les gens se rendent pas compte Les du représentations. pouvoir, de la représentation mentale que cette photo, je l'ai pas laissée longtemps, j'ai dû la laisser 15 jours juste pour me rebooster parce que elle me rappelait vraiment un moment pas de gloire, un moment, c'est-à-dire que je m'étais entraîné pendant un an quasiment pour atteindre cet objectif-là. J'y étais arrivé, j'avais couru en 2h09 et c'était un moment où je me suis dit, vas-y, il faut que j'y suis arrivé une fois, je peux y arriver, je peux y arriver de nouveau. Et donc, j'avais besoin de voir cette image pendant quelques temps. Et ça, les gens qui sont dans votre entourage, bah, des fois, ils comprennent pas. Ils se disent, ouais, le mec, ça va, il met des photos de lui sur son téléphone et tout ça. Alors que pour moi, c'était quand même hyper important de tous les jours, quand j'étais dans le dur et que bah, il fallait que j'aille chez le kiné, que j'avais toujours mal, de voir un moment de ma vie où est-ce que j'avais réussi à performer, que je l'avais fait et que j'étais capable, si je l'avais fait une fois, bah, on est toujours capable de le refaire. Et ça, c'est un deuxième exemple de truc que j'ai mis en place sans avoir de prépa mentale, mais que je sens que j'arrive que j'en ai besoin. Et effectivement, quand je me suis soigné ou quand j'ai eu la sensation que bah, j'avais plus besoin de ce photo, j'ai remis le paysage de la montagne et puis voilà. Alors, ce que tu évoques, il y a pas mal de choses dedans qui sont très intéressantes, et notamment dans l'accompagnement mental, c'est côté de la perception des autres, hein, le regard des autres, etc. Il faut parfois travailler sur le jugement. Ouais, On a tous, de toute façon, la nécessité d'être aimé, on a tous le besoin de reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Les trois, si on n'a pas travaillé dessus en tant qu'athlète, en fait, c'est très dur, en fait. Mais ce que tu évoques là, c'est très intéressant, c'est-à-dire que
on est dans le côté de l'imagerie mentale, on mélange un peu l'imagerie mentale et la visualisation. Parce que l'imagerie mentale, c'est le côté du gestuel qu'on va faire, mais on peut avoir une visualisation de soi-même en train de courir et de faire une performance exceptionnelle. Et ça, c'est aussi très, très intéressant dans la préparation mentale. C'est-à-dire que ce que tu dis là, tu as construit finalement des outils qui sont très, très au point de finalement te mettre en photo dans un Ouais, environnement dans lequel tu veux performer. c'est Donc, ça. et ça, donc pour Paris, les Jeux Olympiques 2024, c'est la représentation. C'est quoi pour toi? C'est vraiment symbolique d'être à domicile, non? Ouais, non, bah, je pense que c'est le rêve de tout athlète de participer aux Jeux Olympiques en soi et participer aux Jeux Olympiques dans votre pays à la maison. Je pense que, enfin, c'est comme c'est une fois tous les 100 ans, c'est un rêve il n'y a qu'une génération qui a l'opportunité de pouvoir le faire. Donc, nous, on a cette chance-là. Tu es un Donc, privilégié, effectivement, hein. C'est ça qu'on va dire. exactement, c'est Mais ça. tu le mérites. Privilégié. Privilégié. Donc, effectivement, ça, c'est un côté boostant au quotidien et c'est certainement le petit plus supplémentaire chez les athlètes français qui feront que bah, on sera certainement beaucoup plus, pas plus motivé, mais vous savez, des fois, le haut niveau, je le disais tout à l'heure, hein, c'est chaque détail compte et c'est des détails, ça, qui seront de votre côté. Donc, ouais, c'est vrai que Ouais. c'est boostant et c'est le rêve de tout le monde, ouais. Ouais, mais ce qui est difficile aussi parfois en France, c'est qu'on a ce rapport à la performance qui est différent un peu des États-Unis, par exemple. C'est-à-dire que Ah bah oui. aux États-Unis, on va dire yeah, vas-y, ok, on va vraiment t'encourager, alors qu'en France, on va avoir un peu ce désir mimétique, cette rivalité mimétique entre guillemets, C'est vrai. s'installer, c'est-à-dire on va vite juger et puis on va attendre plutôt qu'il fasse une contre-performance qu'une grande performance. Et ça, c'est délicat aussi, hein, parce qu'il faut l'évoquer quand même. On est dans des contextes où il y a des rivalités mimétiques entre athlètes, entre marathoniens parfois, etc. Et aussi même des personnes hein, lambda qui vont permettre de juger finalement quelqu'un sur sa performance alors que la personne, elle court même pas. Hein. Donc, Oui. et est-ce que tu fais ce travail-là justement? Et tu disais que tu faisais fi un peu de ça, tu vas te nourrir, toi, des paysages, de tes copains, et finalement, tu fais un peu fi tes réseaux Ouais. sociaux ou ces Ouais. choses-là? Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est de pas forcément regarder les réseaux sociaux parce que c'est vrai que là, tu peux trouver de tout. Et si quelqu'un prend à cœur, moi, j'ai vu des athlètes qui répondaient à chaque personne qui les mettait qui les remettait en question de par leur niveau ou sur des histoires de dopage ou sur des histoires de contre-performance ou autre. Les mecs, ils allaient répondre sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que bah, là, tu perds une énergie folle et un temps monstre. Et non, non, moi j'ai toujours essayé je parle souvent de prise de recul, mais pour le coup, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le cas. Hein. Je laisse les gens parler et On peut s'ils perdre de estiment l'énergie, que hein. On peut perdre de ouais, non, l'énergie à mais faire. on perd une énergie monstre. Alors après, des fois, il y a des gens qui se servent de ça pour se booster en allant voir des mecs qui leur disent, ouais, vous n'en êtes pas capable, les Français, vous êtes nuls. De toute manière, ça sert à quoi d'aller sur marathon? Les Kenyans, ils vous mettent 6 minutes dans la vue et tout ça. Et donc, certainement que peut-être il y a des gars chez eux, chez qui ces pics-là, ils se servent de ces trucs-là pour se booster. Moi, c'est pas trop mon cas parce que je pense que si je lisais, enfin, je préfère ne pas les lire, je préfère pas y aller plutôt que lire des commentaires un peu de Mhm. ce style-là. Est-ce que si on parle un petit peu de la Fédération française de natation, par exemple, elle a fait un gros, gros travail là-dessus, où elle a mis vraiment les nageurs dans une configuration de dire on faisait plus trop de la performance, on fait de la contingence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver finalement le jour J dans un contexte où tout est possible. Tout est possible. Hein. Ouais, C'est un petit peu que. Alors, la blague, c'est n'oublie pas que tu n'as aucune chance, fonce. C'est Jean-Claude Duss. Hein, mais quelque voilà. part, c'est un petit peu ça qu'on pourrait dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas des fois ce qu'on appelle, et là, je rejoins en fait un commentateur qui disait, et notamment le fait d'avoir ce syndrome de Tyson, c'est un peu ou le syndrome des Kenyans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait presque peur, alors que la compétition n'est même pas faite, on a déjà un syndrome finalement de se rabaisser. Mais le jour J, tout est possible quelque part, non? Ouais, bah, c'est ça la difficulté, et surtout dans les épreuves de fond et de demi-fond qui sont tellement dominées par les coureurs d'Afrique de l'Est, Kenyans ou Éthiopiens, que du coup,
on a tendance, nous, Européens et Français en particulier, à se dire, bah, de toute manière, là, je vais courir pour la 15e place, et puis si je fais 12e, ça sera pas mal. Et c'est vrai que ça, c'est difficile de se dire ça. Après, voilà, je sais que certains athlètes arrivent à passer au-dessus et à se dire, bah vas-y, enfin, c'est des hommes comme moi, c'est des athlètes comme moi, je me suis entraîné dur et je vais essayer de matcher avec eux et on verra le résultat. C'est pas facile hein, à haut niveau de justement essayer ouais, de pas avoir ce complexe un peu d'infériorité vis-à-vis face à des athlètes qui, sur le papier, sont nettement plus forts que vous. Ouais, C'est pas facile, ouais. Mais justement, je pense que les Jeux Olympiques de Paris, avec le fait d'avoir les supporters avec soi, d'être à la maison, fera que peut-être justement les Français, on se sentira, bah, on le voit assez régulièrement sur le Tour de France, où des fois il y a des coureurs normaux qui matchent avec des cadors parce que justement il y a le public qui les booste et tout ça. Et je pense que ça peut être un atout supplémentaire. Et le fait que ça soit à la maison, ouais, je... va, je l'espère, pas nous inhiber, mais au contraire nous booster et nous permettre d'aller justement titiller les meilleurs. Ouais, Ouais, parce que faut rendre à César ce qui est appartient à César. C'est Ludovic Collet hein, qui disait ça lors de l'Ultra Trail du Mont Blanc et qui nous parlait en fait du syndrome finalement de Tyson en parlant de Kylian Jornet. Quand Kylian Jornet est là, en fait, on pourrait presque ouais. avoir peur finalement d'attaquer, d'être devant et mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la course à pied, notamment parce qu'on fait de la performance. Et la performance, c'est pas vraiment des calculs précis. On est vraiment dans l'incertitude et on est vraiment dans un domaine de contingence, c'est-à-dire que des choses qui peuvent arriver. Et Ah puis oui. aussi, bah, tout le monde s'entraîne plus ou moins dur. Et c'est vrai que les Kenyans dominent, mais d'un autre côté, ce jour-là, il peut se passer des choses parce qu'ils sont moins nombreux aussi. C'est des équipes, donc voilà, il peut se passer pas mal de choses. Et finalement, si on ne se laisse pas ce petit degré, on est sur le phénomène de l'imposture en permanence, si on ne se laisse pas ce petit degré finalement de sérendipité, ce qu'on appelle le hasard, bah, c'est un petit peu dommage, non? Quelque part, autant pas y aller, quoi. Surtout sur marathon et un marathon avec le profil de celui des Jeux Olympiques, avec beaucoup de dénivelé, un profil totalement atypique qu'on n'a jamais vu en compétition, en grand C'est championnat ou ça. même sur marathon, sans lièvre, avec 400 mètres de dénivelé. Bah, en gros, toutes les cartes au moment du départ, elles sont remises à zéro. Tu sais pas la donne que tu vas avoir au moment du départ. Et c'est vrai que pour le coup, euh, ouais, tous les compteurs seront remis à zéro et on ne sait pas comment les autres athlètes vont réagir, comment ils sont préparés. Et effectivement, il y a tellement de la météo, le parcours, l'allure de début de course et tout, tous ces paramètres font que ça se trouve, bah, il y a des mecs qui peuvent abandonner, qui peuvent partir trop vite, qui peuvent exploser. Le marathon, c'est tellement une discipline à part, tellement aléatoire que justement, on peut rêver de tout. Ouais. Mhm. Ouais, j'avais une petite question, je la pose toujours aussi aux invités, c'est la minute un peu émotion galère, c'est-à-dire expliquer une situation de stress ou de panique, mais qui peut être amusante, hein, que tu as pu vivre dans une course ou dans ta pratique. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu, mais vraiment où finalement, tu n'avais plus de contrôle, aucun contrôle, et, et où du coup, tu te dis, ah bah, je suis comme un couillon derrière, et derrière, ouais, j'aurais dû Ah, faire ça. ouais, ça a pu m'arriver sur C'était dans les catégories jeunes. Une erreur de débutant, j'ai mal serré mon lacet. Et effectivement, bah, c'était un 3000, donc en cadet. Et bah, le lacet se défait. Et donc, bah, du coup, j'ai fini un 3000 avec une chaussure. Bah, la chaussure est restée, mais avec un lacet défait. Donc, bah, à chaque pas, vous essayez de ne pas marcher sur votre lacet. Et là, ça a été. À partir, bah, Tumeur, c'est simple. Hein. Je pense que dans la vie, faut apprendre de ses erreurs. Et à partir de là, j'ai fait des doubles nœuds. Maintenant, je vérifie 15 fois et ça m'est plus jamais arrivé. Et donc, du coup, bah, j'ai fini la course avec ce lacet défait. De mémoire, je crois que je gagne ou je dois faire un ou deux, je sais plus, mais je fais quand même une course honnête. Mais ouais, bah, un, je me fais engueuler du coup bah, par mon entraîneur. Deux, je me suis fait charrier bah, par mes potes d'entraînement qui se sont bien moqués de moi. Et donc, du coup, bah, après, bah, vous faites plus cette erreur-là. Et sur le coup, vous dites, sur la course, ouais, vous êtes bête parce que vous dites, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête.
mais le temps de refaire un lacet, c'est 15 secondes, bah, c'est mort. Vous courez avec votre lacet défait, mais vous dites, ouais, je vais finir avec une seule chaussure. Ça va être une galère. Donc, bah, vous boitillez, vous gérez comme vous pouvez. Et puis, vous vous dites, bon, bah, c'est la prochaine fois, c'est la dernière fois que ça m'arrive parce que cette situation, c'était vraiment la loose complète. Et effectivement, bah, depuis ce jour, ça m'est plus jamais arrivé. Ouais. Ouais, c'est comme quoi c'est un bon apprentissage, hein, à un moment Non, mais c'est donné. l'apprentissage, ouais. C'est l'apprentissage du métier, comme on dit. Et Ouais. effectivement, là, pour ne pas être dans le stress sur la course, il faut anticiper. Hein, là, c'est de logique d'anticipation aussi, de préparer ses gestions de course. On parle de pacing de course, on parle d'affaires, etc. C'est un peu ranger son cerveau comme on range son bureau un petit peu avant. Hein. C'est important aussi, notamment pour un Ouais. marathon. Pour un marathon, les timings sont bien minutés sur les temps de passage. Je crois qu'il faut beaucoup plus contrôler qu'en trail. On va y revenir sur le trail, mais c'est beaucoup plus contrôlé hein, sur le marathon. Ouais, nous, c'est l'allure, elle est calibrée presque à la seconde près, tant kilo par kilo. Tous les kilomètres, on a nos temps de passage. Tout est calibré avec des boissons aux 5, 10, 15, 20, 25, tous les 5 kilomètres jusqu'à l'arrivée, avec tant de grammes de sucre, avec un gel au 21 et au 30. Moi, je sais exactement. Alors, des fois, votre plan, il se déroule pas comme vous l'avez prévu, mais au moment de partir, sur marathon et après bah, sur trail, vous avez quand même vraiment votre logique de course et vous connaissez vos temps de passage, vous connaissez quoi boire, à quel moment je dois manger, à quel moment je dois faire ci, à quel moment je dois faire là. Et alors après, bah, il y a des aléas de course qui font que bah, le lièvre part trop vite ou pas assez vite, du coup vous êtes obligé de réguler plus ou moins. Mais malgré tout, vous avez quand même cette stratégie qui est hyper importante. Un, pour vous mettre en confiance et pas arriver comme ça. Et deux, et de savoir vers quoi vous allez. Et sur marathon, par exemple, chaque détail, enfin sur les distances longues, chaque détail compte. Votre débardeur short, il faut l'avoir testé à l'entraînement pour pas qu'il y ait d'irritation. Parce que si vous avez une irritation à l'aine ou au-dessous de bras au bout de 5 km, c'est un long calvaire jusqu'à l'arrivée. Vos chaussures, pareil. Chaussures, chaussettes, il faut que ça soit testé, il faut que ça soit approuvé, il faut que vous n'ayez pas d'erreur à ce niveau-là, pas d'échauffement au niveau des pieds et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est des détails que quand on fait de la piste, on s'en fiche un peu parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça dure 3 minutes ou 13 minutes pour le 5000. C'est pas un problème. Mais sur marathon, ça peut vite le devenir. Donc, vraiment, il faut que quand vous partiez, bah, il y a rien n'est laissé au hasard, en fait, sur ces Mhm. distances-là. Ouais. Mais notre cerveau, il est fait de manière atomique, c'est-à-dire qu'on a une cartographie déjà. C'est-à-dire que quand on sait qu'on part pour 3 minutes ou une distance, hein, petite distance, une grande distance, une Ouais. grande distance, on a déjà, on programme un peu. Hein. On imagine qu'on a une voiture électrique avec une batterie qui peut faire 200 km. Si vous avez 200 km à faire, vous êtes capable de le faire. C'est ça qui est Ouais, impressionnant, c'est-à-dire ouais. la capacité du cerveau à pouvoir faire appuyer avec la force nécessaire, juste ce qu'il faut sur la pédale d'accélérateur. C'est exceptionnel quand même notre cerveau. Et c'est Mais là ça, aussi que c'est ouais. intéressant. Là, c'est ça quand on se met sur la ligne d'arrivée du marathon et qu'on voit les marathoniens arriver. Donc, ils courent de façon normale pendant 42 km 195 proprement et tout. Ils passent la ligne d'arrivée et là, ils sont incapables. Tu es incapable de faire 1 mètre de plus. Le cerveau, une fois que tu as passé la ligne d'arrivée, s'il fallait rajouter 500 mètres, ils en étaient incapables. Alors que si le marathon avait fait 42 700, bah, les 500 mètres, ils les auraient fait sans aucun problème. Mais une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, le cerveau, il check, il se met sur off, et là, tu vois les gens mais qui couraient tout à fait normalement, incapables de marcher une fois passé la ligne d'arrivée. C'est un truc de fou, le cerveau. Ouais. Ouais, et ce que tu évoques, c'est très intéressant. Ça veut dire aussi, quelque part, on a réussi une course quand on a bien vidé tout l'ensemble de nos batteries, finalement. Parce que Ouais. si on arrive avec trop d'énergie, on aura Ah, il y a la frustration. voilà, c'est ça. C'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie de l'escalier derrière. C'est-à-dire, vous allez dans une réunion où vous faites un peu incendie, etc. Vous fermez la porte, vous descendez l'escalier, vous dites, oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Et, Mm. et au bout du compte, il ne faut pas derrière avoir de frustration, c'est-à-dire avoir des pensées
l'énergie nécessaire. Et il y a beaucoup de recherches qui se font sur la gestion affective, faites dans la course, la gestion émotionnelle, etc., qui est reliée fortement à ces aspects du cerveau. Moi, je voulais venir justement par rapport à cette gestion affective. Là, le marathon, on ne va pas demander quel chrono, parce que tu envisages ce marathon de Paris, c'est ta stratégie et on te souhaite vraiment, vraiment une grande, grande réussite parce que nous, on va suivre ça avec attention nos Frenchies. Merci. A priori, tu penses aussi, j'ai vu aussi dans des propos, la conversion un petit peu sur le trail, c'est ça? C'est le trail aussi, les distances plus longues, t'attirent un peu? Ouais, les distances plus longues et comme je l'ai dit au début de l'enregistrement, la course, je prends aussi du plaisir dans la pratique et dans l'endroit dans lequel je le pratique. Et effectivement, le trail pour ça, c'est quand même quelque chose qui m'attire parce que c'est quand je vois les paysages, quoi. C'est souvent des paysages de montagne ou des paysages de nature, des choses comme ça. Et du coup, effectivement, euh, bah, le marathon, c'est très bien. C'est là où je m'éclate aujourd'hui parce que je suis performant et que j'aime cette douleur-là et cette sensation-là et tout ça. Mais je me dis que le jour où je serai moins performant et où mes objectifs seront passés et que je sentirai bah, que je suis un peu sur le déclin et que j'arrive plus à atteindre mon niveau en course à pied et peut-être que je prendrai aussi plus de plaisir du coup et ben m'orienter vers une distance comme le trail avec le côté nature, avec le côté bah là il y a plus le chrono qui compte, c'est vraiment les sensations, être à l'écoute uniquement de son corps. Et ben ouais, c'est quelque chose qui m'attire, ouais. Ouais, donc ça voudra dire aussi que des outils nouveaux peut-être viendront se Exactement. greffer. Bah ouais. Ouais. Est-ce que tu envisages justement d'approfondir, c'est-à-dire tu vas aller chercher toi ta ressource dans le versant de la nature, dans le versant des amis. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être que tu veux découvrir? C'est-à-dire, tu parlais de dépassement de soi. Pourquoi on cherche à se dépasser finalement au bout du compte? Et c'est une bonne question. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne question. Mais je pense que j'irai chercher le côté ouais, contre soi-même. C'est-à-dire que sur marathon, au 28e, vous savez si vous allez faire un bon marathon ou pas. Au 15e, c'est pareil. Vous regardez votre chrono, vous voyez si vous êtes vraiment dans vos temps de passage et vous regardez votre cardio. Et vous savez si vous allez perfer ou pas. C'est vraiment très chronométrique et très calibré en fonction de votre allure et de votre fréquence cardiaque. Moi, ce que je veux, c'est de partir dans l'inconnu et partir sur un trail. Et bah, c'est de la lutte homme à homme. Le chrono, il n'existe plus. C'est juste le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc, un peu cette lutte homme à homme. Et puis, voilà, contre soi-même. Là, peu importe si vous courez à 7 au kilo dans une montée ou à 2,40 dans une descente, on s'en fiche. L'important, c'est la ligne d'arrivée, savoir quelle place vous allez faire et surtout bah, essayer de se gérer pour terminer bah, le trail de la meilleure des façons possibles. Alors, je ne vais pas démarrer par de l'ultra, ça c'est sûr, je ne sais même pas si j'en ferai, mais des formats de type de 30 à 50 ou 60 km, ouais, je pense que c'est sur ça que je m'orienterai. Et puis, ouais, voilà, comme on l'a dit, se dépasser et juste essayer de pousser mon corps, voir sur un nouvel effort, voir où est-ce que, sans, du coup, bah, sans chrono, en ayant couru pendant bah, presque 20 ans, 25 ans derrière un chrono et à calibrer son allure, pour le coup, courir juste avec ses sensations, quoi. Ouais, ce que tu évoques là, c'est très intéressant, cette notion de performance qui est reliée au chrono, c'est-à-dire que là, sur la piste, en tant que coureur sur piste, tu es passé après au marathon, c'est toujours le chrono, et que peut-être à un moment donné, on va être moins sur le chrono. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de chronologie aussi au départ où finalement on va se battre un peu contre le chrono et un peu contre les autres, parce qu'il y a vraiment cette performance qui est reliée finalement à la performance, bah, il faut faire un temps sur 3000 ou sur marathon, Ouais, et essayer d'avoir un titre. Et de plus en plus, après, on s'oriente finalement à soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des c'est ça. limites sur le plus long. C'est peut-être aussi ce que tu recherches un peu à l'avenir sur le trail. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est au bout d'un moment. Tout à l'heure, je parlais de lassitude aussi. C'est aussi la lassitude qui m'a fait quitter la piste pour aller sur la route parce que c'était un nouveau défi. C'était quelque chose que je connaissais pas. C'était une nouvelle épreuve. Donc, bah, c'était un peu le saut vers l'inconnu et aller vers quelque chose qui m'attirait et que je connaissais pas. Et effectivement, ça sera l'étape suivante, hein, une fois que j'aurai bien fait la route et connu un peu
tout- tous les aléas du marathon et que j'aurais bien maîtrisé la distance, ben, partir sur un truc que tu maîtrises pas. Et effectivement, ouais, c'est le trail et c'est cette course, voilà, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment sans chrono. Et je pense que c'est la logique aussi de carrière qui fait que bah, quand tu es jeune, tu démarres par la piste, tu as de la vitesse, tu fais des chronos du 1500 mètres, des choses comme ça, tu es tout le temps en train de booster ta VMA. Après, tu vas sur la route où là, c'est plus l'endurance, les sorties longues. Malgré tout, ça reste hyper calibré, faut faire attention à ses performances. Et puis après, bah, c'est le trail où là, c'est plus après le côté nature, le côté plaisir, sans prise de tête, et puis même sans objectif de résultat. Je sais que si j'y vais, j'aurai plus de 40 ans et que ce sera juste histoire de me faire plaisir, de continuer la pratique que j'aime, à savoir la course à pied, et peut-être faire. Et puis voilà, avec pas la même objectif et les mêmes sacrifices que j'ai pu le faire sur la piste ou sur la route, ouais. Mhm. On arrive bientôt à la fin. Il me reste de ce podcast qui est passionnant et merci hein, de te confier à nous hein, sur ce versant mental. Pour faire une petite synthèse, même qui soit très simple, on pourrait. Quelles seraient, toi, à ton avis, les clés de la réussite mentale, à ton avis, justement, pour réussir justement ces sports d'endurance, et notamment sur le marathon, parce que là, tu es vraiment le spécialiste et tu prépares les Jeux Olympiques de Paris sur marathon. Je pense que l'une des clés de la prépa mentale, c'est la préparation, l'entraînement. C'est-à-dire que si vous arrivez le jour de votre objectif, de votre marathon, de votre trail ou de votre compétition, si vous arrivez prêt, si vous savez que vous avez fait ce qu'il faut pour être en forme le jour J, eh ben, vous partez déjà avec pas mal de cartouches dans le barillet et vous savez que vous allez pouvoir en mettre et que normalement ça va bien se passer. Si vous arrivez en ayant fait une prépa en vous disant putain, j'ai un peu glandé, je me suis pas j'ai préparé le marathon en 3 semaines, ça va peut-être être un peu court, je vais être. Bah, effectivement, généralement, ça pardonne pas. Un, vous n'avez pas fait la préparation. Et deux, mentalement, vous arrivez déjà en vous disant, ouais, enfin, avec plein de doutes. Donc, je pense que si vous arrivez préparé, moi, je sais que quand tout se passe bien dans ma préparation et que je fais les choses bien et que ça se passe bien, ah bah, le jour J, vous arrivez quand même un peu gargarisé, vous avez confiance et vous vous dites, ouais, enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut. Maintenant, mec, t'as fait le taf, t'as fait 6 mois où t'as bien bossé, tu t'es entraîné dur, t'es prêt. Bah, maintenant, faut le montrer. Hein. Maintenant, t'as tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, maintenant, c'est à toi de jouer. Et c'est vrai que cette préparation, elle est quand même indispensable en course à pied. Hein. Je le vois sur les marathons. Alors après, il y a des gens pour qui le marathon, c'est un défi. Mhm. Ils ont tapé dans la main de leur pote un soir complètement bourré pour le réveillon. Et ils C'est se retrouvent au départ du marathon de Paris en avril, ouais. comme ça, sans entraînement. Donc après, ça, c'est des C'est défis quoi en perso. récréatif hein, qu'on Ouais, appelle, c'est voilà. récréatif, c'est juste du défi, se dire est-ce que je suis capable de le faire sans entraînement et ils le font, C'est une ils y autre arrivent. préparation mentale, on C'est va une autre, dire. voilà, c'est une autre préparation, c'est juste du défi et ils se disent vas-y, il faut que j'y arrive sans être préparé. Alors que, mais c'est pareil à l'école, hein, c'est pareil, si vous avez révisé, si vous avez appris vos leçons, vous arrivez devant le cours, normalement c'est hyper facile pour avoir une bonne note. Bah, c'est pareil en course à pied. Donc moi je dirais que la préparation de l'objectif, de votre objectif, l'entraînement que vous allez mettre en place et la façon dont vous allez le faire, bah, c'est ce qui va vous permettre de passer le cap et de bien passer la compétition. Ouais, j'ai comme l'impression, j'avais fait un podcast avec Mathieu Blanchard sur le sujet, et Ouais. on parlait aussi en termes, en fait, en étant professionnel de la course à pied, on est un peu ingénieur, c'est-à-dire on va ouvrir des boîtes et on va essayer de les remplir, et l'entraînement fait partie aussi, c'est-à-dire que dans l'entraînement, il y a toute la gestion de l'entraînement. Ce que tu évoques, c'est très intéressant, c'est-à-dire que faire le job, c'est effectivement faire pas mal de kilomètres, et il faut faire vraiment beaucoup de volume avec de l'intensité qui Mm. va, c'est des charges. Mais après, voir tout le côté du sommeil, tous les gains marginaux qu'il peut y avoir autour de ça. Et j'ai comme l'impression que vous êtes des ingénieurs, vous, entre guillemets, quand vous mettez en place. Mais avec cette notion de plaisir quand même qui reste, et cette notion de jeu, finalement, ça reste quand même un jeu. Ouais, bah, il faut pas perdre. Moi, j'essaye de pas le perdre. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Le plaisir est hyper important pour moi. Mais c'est vrai qu'après, malgré tout, c'est ouais, comme tu l'as dit, c'est savoir aussi par moment faire des sacrifices qui en sont
pas forcément toujours. Se coucher tôt, bien manger, faire le taf, faire la récupération. C'est des choses que j'ai assimilées au fil du temps et qui, pour moi, sont plus des sacrifices. Aller faire des abdos, aller faire du renforcement, aller faire du bain froid, aller prendre soin de son corps, aller se faire masser. Ce sont des choses que je fais naturellement maintenant et qui sont plus considérées comme des sacrifices, alors qu'au début, ça l'était. Tu vois, moi, ce que j'aimais, c'était juste courir. Et pour moi, faire une séance en salle de musculation, je préférais faire 1h15 de footing sous la pluie que faire 15 minutes de musculation ou de renforcement dans une salle. C'était terrible, hein. Et progressivement, avec le temps, ben, j'ai appris que ces trucs-là, je me suis un peu plus ou moins forcé à le faire. Et après, ben, je l'ai acquis. Et puis, c'est devenu, aujourd'hui, c'est ma routine. Et je le vois plus du tout comme des sacrifices, hein. S'endormir un samedi soir à 22h parce que le lendemain, dimanche matin, tu as une séance à 8h du mat, une sortie longue, bah, je le prends pas comme je le prends pas comme un sacrifice parce que je sais que ben, derrière, je vais le retrouver dans le plaisir, dans ma performance et que quand je passerai la ligne d'arrivée de mon marathon en 2h09, ah ouais, je me dirais, bah, c'est pour ça que je me lève chaque matin et c'est pour ça que j'ai fait le taf. Et bien manger, bien dormir, bien boire, bien faire son renforcement et tout ça, ouais, pour moi, Mhm. c'est devenu, c'est ma routine et c'est devenu, c'est pas du tout, je le vois pas du tout comme une contrainte. Alors que quand j'étais jeune, ça aurait pu l'être quand j'arrivais du foot ou au foot, vous faites un peu tout et n'importe quoi. Mhm. Ouais, on l'a oublié, mais l'humain est un être d'habitude. En tout cas, on te Ouais, remercie beaucoup. Est-ce que tu as ben merci. des choses à ajouter par rapport? Là, on va clore et vraiment, on a vraiment entre guillemets exploré hein, certaines versions mentales de Johan Durand. Hein. Je me rappelle Ben de merci. 2h09 au marathon, futur coureur olympique en 2024 qu'on va suivre avec Je attention. l'espère, je l'espère. Ben non, non, ben voilà. Après, je pense que chaque être grandit à sa façon et moi, c'est un peu comme ça que j'ai évolué. Et c'est vrai que ben, aujourd'hui, ouais, comme je l'ai dit, ma performance, elle est aussi liée au plaisir que je prends dans l'entraînement et dans mon quotidien. Mais voilà, chacun est différent. Je pense que vous interrogez, je sais pas moi, comme tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un Raphaël Nadal. Lui, il va trouver son plaisir uniquement dans la performance et dans le côté carré de la chose et dans le résultat. Lui, le seul truc qui compte, c'est le résultat. Il n'y a pas forcément le chemin. Le chemin n'est pas forcément important, alors que pour moi, bah, le chemin est tout aussi important que la quête et tout le plaisir que je vais prendre dans les 6 mois qui vont arriver jusqu'au marathon de Berlin pour me qualifier pour les Jeux, bah, seront tout aussi importants que le résultat du marathon. Mais voilà, ça c'est propre à chacun. Donc chaque athlète doit trouver la façon dont il sera le plus performant et dans la façon dont qu'ils mèneront vers son process de performance. Donc voilà, essayez de vous renseigner. Et c'est vrai que le mental a une part très importante dans la performance de haut niveau, mais aussi dans la performance à tous les niveaux. Et donc, c'est quand même un levier qu'on oublie souvent de mentionner quand on parle d'entraînement. Les entraîneurs vous parlent de VMA, de sortie longue, de seuil et tout ça. Mais c'est vrai que le côté mental est hyper important, surtout chez des athlètes qui, des fois, ont une problématique, un stress ça arrive que moi, j'ai vu des athlètes plus forts que moi complètement inhibés le jour de la course. Et malheureusement, ces gens-là bah, ont arrêté leur carrière ou autre et n'ont pas su trouver les clés pour se relever de tout ça. Donc voilà, chaque être est différent. Donc essayez les gens de trouver ce qui vous correspond. Et puis, Ouais. voilà, hein, Merci. on kiffe tous ce sport. Donc, Ouais. En tout cas, oui, on a bien compris. Effectivement, la préparation mentale aussi, elle est intégrée, elle doit être intégrée, et tu l'intègres. C'est-à-dire, il peut y avoir des préparateurs mentaux, mais il peut aussi on peut avoir des accompagnants, des coachs sportifs, et les athlètes qui l'intègrent eux-mêmes, un peu sans le savoir, sans trop le mm, connaître. Mais finalement, c'est sur ton cheminement, ton chemin pour y parvenir, il est beau. En tout cas, on te souhaite merci. vraiment une grande, grande réussite, que tu aies toute l'énergie nécessaire à prendre plaisir, à t'entraîner, à faire des kilomètres. Vraiment un grand, grand merci, Johan Durand. Et Merci. on remercie aussi bah, ton partenariat. Je sais que tu le cites, un partenariat ASIC hein, qui te suit, qui collabore. C'est très, très important d'être accompagné dans la vie d'un sportif. En tout cas, voilà, tout le monde te souhaitera une grande réussite. On suivra avec intérêt le marathon des Jeux 2024.
Merci à tous. À bientôt. À bientôt.